organisations sont représentées, Jourdi et BDS. Alors Jourdi, qu'est-ce que c'est? C'est une association loi 1901, c'est l'association des juristes pour le respect du droit international. Elle a été créée en 2024, elle rassemble des avocats, des magistrats, des professeurs, des juristes et autres experts en droit international. Ces personnes sont unies par un objectif commun, promouvoir le respect et l'application du droit international dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Jourdi réalise des publications, des conférences et des interventions médiatiques en offrant une source crédible, documentée et étayée d'informations et de connaissances aux individus et organisations intéressés par ce conflit. Jourdi mène également des actions judiciaires devant les tribunaux nationaux, européens et internationaux visant à défendre le respect du droit international et des droits humains liés à ce conflit. Jourdi est composé de juristes titulaires au minimum d'un master en droit. Je parle sous ton contrôle. Ce sont des bénévoles, des experts qui s'engagent à faire résonner plus fort la voix de la France, la voix du droit international et des droits humains. Benjamin Fiorini est maître de conférence à l'université Paris 8 en droit privé et sciences criminelles. C'est ça. Il dirige l'Institut d'études judiciaires de cette université et y assure une préparation au concours de l'École nationale de la magistrature. Et bien évidemment, Benjamin Fiorini est totalement investi dans l'association Jourdi qu'il représente ici aujourd'hui. Merci à toi. Alors BDS, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ici, mais je crois qu'il y a des personnes qui ne savent pas vraiment encore. Alors ça signifie boycott des investissements et sanctions contre les intérêts israéliens, et ce, tant que durera la situation d'apartheid tragiquement subie par le peuple palestinien. Cette campagne, créée en 2005 par plus de 170 organisations non gouvernementales palestiniennes, réfléchit et agit de manière non violente afin de dénoncer toutes les injustices qui entravent, excusez-moi, je trouve le mot faible, donc toutes les injustices qui entravent la vie des Palestiniennes et des Palestiniens. Le boycott représente une prise de position. C'est un acte de dénonciation politique qui se poursuivra jusqu'au respect du droit international, la fin de l'occupation et de la colonisation. Ce boycott n'est pas une fin en soi, il est destiné à discriminer une population, et n'est pas destiné, à discriminer une population. Ça constitue un levier de pression sur nos gouvernements pour qu'ils appliquent des sanctions, et un levier sur le gouvernement israélien qui servira à imposer la seule issue pour cette région, l'application du droit international et le respect des droits du peuple palestinien. Notre action est éthique, citoyenne et politique. Elle s'inscrit dans notre combat permanent contre toute forme de racisme. Elle ne vise pas des personnes en raison de leur origine, ou de leur religion, ou de leur genre. Nous nous engageons à refuser d'acheter ou de consommer les produits et les services de l'économie israélienne, à refuser de participer à toute action culturelle, sportive, etc., promue par des institutions officielles israéliennes, à informer les partenaires commerciaux et institutionnels des raisons de notre boycott, à mener des campagnes d'information et de sensibilisation du public sur les raisons du boycott, à informer les entreprises françaises qui participent à l'occupation et à la colonisation israélienne. Nos actions sont non violentes et respectent les personnes et les biens. Et nous sommes donc très heureux d'accueillir Imen Habib, qui est cofondatrice de la campagne BDS France, qui en est l'animatrice et la coordinatrice actuellement, et je crois même fonction au sein de l'agence Média Palestine. C'est ça. Donc, cette agence créée au lendemain de la tragique agression israélienne à Gaza, et la base politique de l'agence Média Palestine est la solidarité avec le peuple palestinien. Je parlais de l'opération Plomb Durci, c'est ça, fin 2008-2009. Et cette mobilisation, donc début 2009, rassemble des citoyennes et citoyens de toutes les origines sociales et culturelles dans une révolte légitime contre les violations du droit international qui ont été commises par Israël. Révolte également contre la complicité de nos gouvernements qui laissent faire en préservant l'impunité de cet État, voire en l'appuyant dans ce crime de génocide. Chaque jour qui passe, on pense avoir vu le pire, mais ça semble sans limite dans l'horreur pour les sionistes. C'est pourquoi nous attendons avec impatience les propos de Benjamin et de Imen pour savoir comment passer à la vitesse supérieure avec les outils nécessaires
afin que notre solidarité avec les Palestiniennes et les Palestiniens soit plus effective et plus efficace. Et juste avant de passer la parole à Imen et Benjamin, je voudrais que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, que Marie-Paul, tu veux bien te lever? Parce que Marie-Paul a été de nouveau à l'initiative de cette conférence. Elle paye beaucoup de sa personne et je pense qu'elle mérite des applaudissements. Merci à toi, Marie-Paul. Non mais tu m'as payé cher pour que je dise ça. Au moins c'est micro. Bonsoir à tous et à toutes et merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis Imen Habib, je fais partie de BDS France, de l'équipe d'animation de BDS France. Comme vous le savez peut-être, et certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, ne connaissent peut-être pas la campagne BDS, c'est une campagne effectivement qui a été lancée en 2005 par plus de 170 associations de la société civile palestinienne. Donc c'est vraiment important parce que c'est la plus large coalition de la société civile palestinienne. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait vraiment pas une unité aussi forte autour de la société civile palestinienne. Et cette campagne, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Le deuxième objectif, c'est l'égalité pour les Palestiniens d'Israël, qui représentent 20% de la population en Israël aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens. Il faut savoir que les réfugiés palestiniens, c'est la part la plus importante de la population palestinienne aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui se symbolise par la clé du retour. Et notamment aussi ces 3 objectifs, c'est important de le rappeler, ils s'inscrivent tous dans les résolutions des Nations Unies, dont la résolution 194 qui permet le droit au retour selon le droit international. Cette campagne, elle s'inspire directement de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans l'appel fondateur des Palestiniennes et des Palestiniens, il est clairement fait référence à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Les camarades palestiniens ont été discutés avec les camarades sud-africains avant de lancer cette campagne BDS. Alors, elle a été lancée 1 an après l'avis de la Cour internationale de justice qui, déjà en 2004, demandait le démantèlement du mur de l'apartheid. Donc, on voit où mène l'impunité aujourd'hui. Et donc, cette campagne, elle est très rapidement devenue internationale. Elle existe dans tous les continents. En France, le camarade l'a rappelé, on a décidé de lancer la campagne BDS France en 2009, après l'attaque Plomb Durci qui avait fait déjà de nombreuses victimes. On s'est dit que c'était le moment important de coordonner exclusivement autour de BDS. Et donc, dès le début de la campagne, il y a eu des tentatives de criminalisation de la campagne BDS. Ça a commencé par la circulaire dite Michel Alliot-Marie, qui était alors ministre de la Justice, qui demandait au procureur de poursuivre systématiquement les militants et les militantes qui appelaient au boycott d'Israël. Cette circulaire, elle était tellement politique et on savait depuis le début qu'on faisait face à une instrumentalisation de la justice puisqu'elle nommait le boycott d'Israël dans la circulaire. En fait, c'était même pas le boycott en Israël, le boycott en général, c'est-à-dire que les autres pays n'étaient pas concernés. C'était vraiment le boycott d'Israël qui posait problème. Donc, suite à ça, il y a eu des pressions sur les parquets, sur les procureurs, et ça s'est soldé par un certain nombre de procès. Et notamment, il y en a eu un qui a été jusqu'au bout, c'est l'affaire dite de Mulhouse, où des militants et des militantes avaient tout simplement distribué des tracts devant un supermarché de manière tout à fait classique, informer les clients, et qui se sont retrouvés donc poursuivis pour entrave à l'activité économique. Et donc ça a été jusqu'à la Cour de cassation. Ils avaient perdu en Cour de cassation, mais ils ont décidé de faire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le 11 juin 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que le boycott relevait de la liberté d'expression. Et comme les camarades concernés avaient eu, pour certains d'entre eux, des casiers judiciaires, ils ont fait rejuger l'affaire devant les juridictions françaises qui les avaient condamnés. Et la Cour de cassation, dans une décision donc assez récente du 17 octobre 2023, confirme l'arrêt de la CEDH, qui relaxait, qui disait que le boycott relevait de la liberté d'expression. Et il y a aussi un arrêt de la Cour d'appel qui va dans le même sens, en date du 14 mars 2024, et qui, pareil, 13 ans après,
le jugement du tribunal de Mulhouse, qui relaçait les prévenus, donc a confirmé l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme également. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le boycott, il y a une vraie jurisprudence sur le fait que le boycott relève de la liberté d'expression. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Ça n'empêche qu'il y a bien sûr, on le voit aujourd'hui dans des tentatives de criminalisation dont je vais parler tout à l'heure, contre le mouvement social en général, mais aussi principalement contre ceux qui s'opposent au génocide en cours dans la bande de Gaza. Donc nous, on mène différentes campagnes et je vais vous parler des plus importantes peut-être, parce que c'est important de continuer à intensifier justement cette campagne BDS. Parmi les cibles importantes du mouvement aujourd'hui, j'ai quand même déjà envie de vous rappeler qu'il y a 4 critères. C'est une campagne qui est dirigée par les Palestiniennes et les Palestiniens, et ça c'est aussi fort en termes de dynamique anticolonialiste, c'est-à-dire que c'est les Palestiniennes et les Palestiniens qui définissent la stratégie et les cibles du mouvement BDS. Et donc, par exemple, pour définir une cible, il y a 4 critères. Le premier des critères, c'est le degré de complicité de l'entreprise concernée. Si une cible nous paraît bonne, mais qu'il n'y a pas un degré de complicité élevé avec l'occupation, la colonisation et l'apartheid israélien, c'est que ce n'est pas une bonne cible pour le mouvement BDS. Le deuxième des critères, c'est la possibilité d'expliquer aux gens les campagnes qu'on mène, parce que si c'est trop difficile à expliquer ce qu'on mène en termes de campagne, c'est que ce n'est pas une bonne cible non plus. Et puis, il y a parmi les critères la possibilité de mener des luttes intersectionnelles avec d'autres mouvements pour la justice climatique, contre le racisme. Et le dernier des critères, c'est bien sûr, évidemment, la possibilité de remporter des victoires. Parce que si une cible nous paraît très difficile, les Palestiniens et les Palestiniennes, ils ont quand même envie de faire avancer le mouvement, et donc on a envie de remporter aussi des victoires. Bien sûr, ça ne va pas aussi vite et aussi comme il le faudrait, c'est-à-dire en termes de génocide, mais on a une responsabilité, c'est aussi de mettre les entreprises en face de leurs responsabilités. Et parmi les campagnes actuelles majeures que mène le mouvement BDS, il y a la campagne Carrefour, dont vous avez sûrement entendu parler ici aussi à Metz. En novembre 2022, il y a eu un rapport de plusieurs associations et syndicats, Association France-Palestine Solidarité, la CGT, Solidaire et d'autres, qui ont sorti un rapport documentant que Carrefour avait un partenariat avec 2 entreprises israéliennes, Electra Consumer Product et Yenot Bitan, qui sont toutes les deux listés dans la base de données des Nations Unies comme participant activement au processus de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Et donc, on a écrit depuis 2022 maintenant à Carrefour, on a encore été il y a quelques jours à l'AG de Carrefour le 28 mai dernier à Massy, qui se tenait à Massy dans le 91. Ce que nous a dit le PDG Alexandre Bompard, c'est qu'on diffusait des fake news, je le cite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises, à un moment donné, quand on leur demande de rendre des comptes sur leur complicité, et c'est exactement, d'ailleurs, bizarrement le cas de Sébastien Lecornu, qui vient de parler de fake news sur la vente d'armes à Israël, en disant que les gens diffusent des fake news très, très étrangement. Donc c'est la même réponse qui nous est faite, sauf qu'en fait, on s'appuie sur des rapports très documentés, avec des analyses précises qui documentent cette complicité. Et par ailleurs, vous avez dû aussi voir que Carrefour Israël a distribué des paniers repas pendant le génocide dans la bande de Gaza, et à ce jour, la direction de Carrefour ne s'est jamais excusée. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a dit que non, circuler, c'est une initiative de Carrefour Israël. En fait, Carrefour Israël dépend quand même de Carrefour national. Donc, et en tout cas, il y a eu des prises de position, c'est-à-dire même McDonald's à l'échelle internationale s'est excusé parce que McDonald's Israël avait fait la même chose auprès des soldats génocidaires dans la bande de Gaza, mais il n'y a pas de réaction de la part de Carrefour à ce sujet. Et par ailleurs, Carrefour a également contracté des emprunts auprès de 4 banques israéliennes qui sont elles aussi listées dans la base de données des Nations Unies. Et les banques, c'est le pilier de la colonisation des territoires palestiniens. Sans les banques israéliennes, il n'y aurait pas de colonie. Donc ce sont des faits extrêmement documentés, extrêmement précis. Et je vous invite vraiment à intensifier tous et tout ensemble, c'est important parce que j'ai le sentiment, et c'est pas seulement un sentiment, puisqu'il y a aussi des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, mais que nous allons collectivement remporter cette campagne boycott Carrefour
comme les autres entreprises qui finissent par se désinvestir ou cesser leur complicité. Et l'un des aspects assez positifs, on continue cette campagne bien sûr, mais on a appris aux dernières nouvelles que Carrefour aurait retiré tous les produits sous la marque étiquetage, toute visibilité de Carrefour dans les colonies israéliennes, mais ça ne suffit pas. Ce que nous demandons, ce que les ONG demandent et ce que BDS France demande, c'est la fin de ce contrat avec les deux entreprises israéliennes, exactement comme nous l'avions fait il y a quelques années où on avait remporté une victoire en direction d'Orange, où on avait demandé à Orange de tout simplement cesser son partenariat avec l'entreprise israélienne partenaire qui a installé des antennes dans les colonies, des colonies qui sont au regard du droit international considérées comme un crime de guerre en fait. Et donc cette campagne, voilà, il y a une évolution dans le sens où Carrefour a retiré ses produits, mais on demande aujourd'hui la fin de ce partenariat. Et cette campagne, elle avance aussi à l'échelle internationale, puisque le partenaire principal de Carrefour, Majeden Futein, a cessé son partenariat avec Carrefour en Jordanie. À Oman, pareil, il y a eu une rupture aussi, donc ça commence à avancer. Et puis surtout, on a appris que Carrefour a perdu en 2024 50% de ses bénéfices nets. Et là, je pense que on a joué un rôle important là-dessus. On peut s'applaudir, ouais. Donc c'est vraiment important, c'est une campagne majeure qu'on mène, et c'est vraiment important de l'intensifier tous et toutes ensemble en faisant passer le message autour de nous. On a la chance d'avoir beaucoup d'alternatives. Alors on m'a demandé est-ce qu'il faut arrêter, parce que dans d'autres enseignes, on vend aussi des produits israéliens. Mais on gagne d'abord Carrefour et puis après on passe à la suite. Voilà. Et c'est vraiment important de comprendre que le mouvement BDS, c'est un mouvement stratégique. Vous avez tous dû voir des listes interminables de produits à boycotter, par exemple. Et ça, vraiment, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut rappeler aux gens que la campagne BDS est une campagne stratégique qui vise un nombre limité d'entreprises à boycotter et à désinvestir, puisque c'est aussi une campagne de désinvestissement. Et donc, c'est vraiment une campagne ciblée sur quelques entreprises pour un maximum d'impact. Ce qu'on veut, c'est remporter des victoires. Et pour remporter des victoires, il faut pas s'éparpiller, il faut tous ensemble participer à des campagnes nationales et internationales, parce que je le rappelais tout à l'heure, mais la campagne Carrefour aussi, en ce moment, c'est une campagne internationale, comme le sont toutes les campagnes décidées par le comité palestinien pour le BDS. Alors, il y a une autre campagne importante. On s'est mis, BDS France fait partie d'une campagne avec l'association Attaque et France-Palestine Solidarité, qui s'appelle Banque Complice, et qui a documenté, par exemple, il y a plusieurs banques, hein, malheureusement, qui sont concernées, mais parmi elles, il y a la BNP, qui est, tout à l'heure je parlais des critères, qui a un degré de complicité très élevé, puisqu'on a appris dans un rapport de Pax Profondo en juin de 2024, que entre janvier 2021 et août 2023, la BNP a accordé 5,7 milliards d'euros de prêts et de souscriptions aux plus importants fabricants d'armes qui fournissent l'armée israélienne. Et puis, on a appris en mars 2024, alors que le nombre de victimes à Gaza s'élevait déjà à plus de 30 000 morts, et que la Cour internationale de justice avait déjà appelé les États et les entreprises à prévenir, je cite, le risque plausible de génocide, que la BNP s'est tout simplement engagée à hauteur de 2 milliards de dollars dans une levée de fonds destinée à combler un déficit croissant lié à la guerre. Donc c'est extrêmement grave en termes de complicité. On demande à la BNP de se retirer de ses investissements, et notamment dans Elbit Systems, qui est l'une des plus importantes sociétés d'armes israéliennes et qui est impliquée dans de graves crimes de guerre. Donc on demande à la BNP de cesser. Pour l'instant, c'est une campagne de désinvestissement. Le désinvestissement, ça consiste, c'est le D du BDS, à demander aux entreprises de se retirer de leur complicité avant d'appeler à un boycott plus élargi. Et puis bien sûr, il y a les sanctions. On a fait un communiqué récemment pour dire 20 ans que nous attendions des sanctions contre le régime d'apartheid et maintenant génocidaire d'Israël. On a entendu les réactions du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dire, je cite, qu'il était légitime de revoir l'accord entre l'Union européenne et Israël, qui est pourtant conditionné au respect des droits humains. Je ne vais pas dire que la suspension de cet accord aurait arrêté le génocide, mais ça aurait contribué en tout cas à la fin de l'impunité. Et donc, évidemment, il est urgent que la France s'exprime pour demander la suspension de cet accord.
À mon avis, ils vont aller très vite quand ils vont analyser cet accord concernant Israël. Et c'est une urgence pour la vie de milliers de personnes en Palestine. Et ça aussi, ça fait partie des complicités, puisque, évidemment, cette complicité, il y a eu un avis majeur de la Cour, Benjamin en parlera sûrement tout à l'heure, mais de la Cour internationale de justice en date du 19 juillet dernier, qui demande, je cite, qui dit que tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence illicite d'Israël dans le territoire palestinien occupé. C'est un avis majeur qui demande par ailleurs un embargo sur les armes et des sanctions à destination d'Israël. Et ça, on a envie de dire aujourd'hui, c'est la Cour internationale de justice elle-même qui demande d'appliquer des sanctions à l'égard du régime génocidaire d'Israël. Il y a des complicités. Effectivement, il faut en parler, puisque cette complicité, elle se manifeste notamment au sein de l'Union européenne par des non-sanctions à ce jour contre le régime génocidaire d'Israël, mais on a appris aussi que la Banque européenne d'investissement avait fait des emprunts à hauteur de 847 millions de dollars à Israël depuis le début de sa guerre d'extermination en 2023 à Gaza. Et donc, on demande aujourd'hui la fin de cette complicité. On sait qu'il y a des programmes de recherche qui sont encore financés à l'heure où je vous parle, des programmes de recherche de l'Union européenne qui financent l'entreprise criminelle Elbit Systems, celle-là même dont les drones sont utilisés pour assassiner et génocider la population civile dans la bande de Gaza aujourd'hui. C'est des programmes de recherche que l'Union européenne continue de financer. Et ça, il faut que ça soit aussi révélé. C'est le cas, ces révélations, c'est le cas aussi, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Vous avez dû entendre parler des récentes déclarations de Disclose, qui a fait des enquêtes pour documenter la complicité, justement, le fait que la France qui prétend ne pas avoir livré des armes à Israël, en fait, continue à continuer. Et puis là, moi, hier, j'ai participé à l'Assemblée nationale à une conférence de presse pour un rapport qu'on a sorti avec plusieurs associations, Progressive International, Stop Arming Israël, l'AFPS, BDS France. On a publié un rapport fruit de recherches approfondies sur les exportations françaises en Israël. Et ce rapport, il a été basé sur des données publiées par l'autorité fiscale israélienne qui observe, je cite, plus de 15 milliards d'articles dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre d'une valeur de plus de 7 millions d'euros, ainsi que 1868 articles dans la catégorie pièces et accessoires de lance-roquettes, grenades, lance-flammes, artillerie, fusils militaires et fusils de chasse, d'une valeur de 2 millions d'euros. Disclose révélait déjà l'an dernier que Thales avait continué de livrer des armes à Israël, des pièces d'équipement électronique pour l'assemblage des drones armés Hermès 900, alors que ces drones sont utilisés pour bombarder aujourd'hui la population dans la bande de Gaza. L'enquête de Disclose mettait en évidence au moins 8 frappes meurtrières de drones contre la population gazaouite depuis octobre 2023. Et donc, je voudrais ici qu'on salue tous et tout ensemble la formidable mobilisation des dockers de la CGT qui, à Fos-sur-Mer, ont refusé de charger des composants militaires qui devaient partir pour Israël. Ils font l'honneur de la France aujourd'hui. Il y a eu une déclaration aussi de la CGT Douane en ce sens. Il y a une mobilisation massive. Et puis, je voulais vous dire aussi dans l'évolution, parce qu'on sent, et vous le sentez peut-être comme moi, une évolution de la société civile en France. Il y a eu un rapport qui est passé dans la conférence de presse à laquelle j'ai participé hier, on en a parlé, mais il y a eu un rapport qui a été publié en mai 2025 et dont personne ne fait état, donc j'en fais état ce soir, qui a été publié par un sondage Odoxa, qui n'est pas un sondage qui a été réalisé pour Public Sénat, en date de mai dernier, qui, je cite ce sondage, donc 61% du panel soutiennent des sanctions sur le plan diplomatique, économique ou juridique à l'encontre d'Israël. 62% sont favorables, 62% des Français et des Françaises sont favorables à la suspension de l'accord de l'association Union européenne et Israël.
et 58% sont favorables à un embargo militaire sur les produits en provenance d'Israël. Donc c'est des évolutions que nous, on doit intensifier tous et toutes ensemble. Et bien sûr, c'est important aussi de souligner que face à cette... on le voit aussi hein, dans ce qui se passe au sein de l'opinion publique, qu'on est face aussi à des complicités qui se manifestent aussi par des tentatives de répression. Et notamment, elle se manifeste, cette répression, dans les mobilisations étudiantes, alors que tout ce que demandent les étudiants, on fait passer pour les étudiants pour des gens qui sont contre la recherche, contre les universités en Israël. Mais il faut savoir, et nous on le documente au sein de BDS France, c'est que toutes les universités israéliennes ont des complicités avec l'armée israélienne. Et ça, c'est trop peu documenté. Et nous, on a sorti une fiche que je vous invite que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, qui est disponible sur le site BDS France, qui documente université par université israélienne, les complicités avec l'armée israélienne. Certaines hébergent des centres de recherche de l'armée, d'autres sont des lieux où les techniques utilisées pour assassiner la population civile dans la bande de Gaza sont mises en place dans les universités israéliennes. Certaines sont tout simplement situées dans les colonies israéliennes, comme la colonie d'Ariel, qui est la plus grande colonie de Cisjordanie. Bref, toutes les universités israéliennes sont complices. Et donc les mobilisations des étudiants et des étudiantes sont parfaitement légitimes et c'est aussi l'honneur de notre pays, ces mobilisations étudiantes. Et elles sont réprimées, ces mobilisations. Moi, j'étais en relation avec beaucoup d'étudiants, notamment à Sciences Po, qui se sont vus sanctionnés pour leur participation à des manifestations devant Sciences Po ou à l'intérieur de Sciences Po. Et puis, elle se manifeste aussi par des assauts répétés de la droite et l'extrême droite contre les universités. On le voit en ce moment aujourd'hui, et notamment à Lyon, où il y a le vice-président Willy Beauvalet de l'Université de Lyon 2 qui a été contraint de démissionner le 5 mai dernier parce qu'il avait été harcelé suite à ses prises de position contre le génocide en cours. Il y a une tribune qui a été lancée hier, signée par 500 enseignants et chercheurs pour défendre la liberté académique, parce que là aussi, il s'agit de se mobiliser, de prendre position pour défendre notre liberté d'expression. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment intensifier, soutenir, et bien sûr se mobiliser. On se mobilisera aussi, il va y avoir un contre-salon, puisque dans les complicités, il y a aussi quelque chose de majeur qui va avoir lieu dans quelques jours, c'est le salon du Bourget, dit du Bourget, hein, qui est un salon où sont annoncés 9 entreprises, 9 exposants israéliens. Donc il y a des démarches juridiques en cours pour les faire interdire en ce moment, notamment avec Jourdi. Et donc c'est important de se mobiliser aussi de manière citoyenne. Il va y avoir un contre-salon du Bourget qui aura lieu, je vous donne la date dès maintenant, c'est du 20 au 22 juin à Bobigny, et il va y avoir une manifestation nationale. On va avoir un cortège BDS, et je vous invite à le rejoindre pour les camarades qui pourront faire le déplacement. Ça sera le 21 juin prochain à 13 h. On va avoir un cortège BDS, et donc c'est vraiment aussi apporter une réponse à cette impunité. Bien sûr, il y a des démarches juridiques qui sont en cours, mais il y aura aussi un contre-salon où il va y avoir des conférences, des ateliers et bien sûr la manifestation dont je vous parlais. Ça aura lieu à Bobigny. Il y aura aussi des événements culturels qui seront organisés à l'occasion de ce contre-salon. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler l'importance de se mobiliser et de continuer à intensifier la campagne BDS. Et je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à Benjamin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Imen, pour tout ce que tu as dit. Merci beaucoup pour cette invitation et l'organisation de cette conférence. Et merci à vous d'être si nombreux ce soir pour aborder ce sujet qui est un sujet d'actualité criant et qui doit tous nous mobiliser actuellement. Alors, le regard que je vais essayer d'apporter, et c'était dans le titre de la conférence, c'est un regard sur le droit à la vie des Palestiniens et le droit à la vie notamment de la population civile palestinienne qui se trouve dans la bande de Gaza. Et je vais vous parler, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, en tant que secrétaire général de l'association Jourdi, donc Jourdi pour Juristes pour le respect du droit international. Et effectivement, notre objectif, c'est de défendre, de promouvoir le respect du droit international dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Il se trouve qu'aujourd'hui même, nous fêtons nos 1 an de création. Donc je suis très ravi de fêter ce premier anniversaire en votre compagnie. Il me semble que pour aborder cette question du droit à la vie des Palestiniens, il y a un sujet qu'on ne peut pas éluder, c'est le fait qu'il faut poser les bons mots.
sur la situation qui se déroule actuellement à Gaza, les bons termes juridiques. Et parmi ces bons termes juridiques, il y a notamment cette qualification de génocide. Vous savez que c'est une qualification qui est très discutée, mais en vérité, c'est une qualification qui désormais fait l'objet d'une convergence exceptionnelle de rapports qui viennent d'organisations internationales. Je pense par exemple à Amnesty International, je pense à Médecins sans frontières, je pense à Human Rights Watch, je pourrais en citer plein, je pourrais faire une litanie de rapports qui concluent qu'il s'agit bel et bien d'un génocide dans la bande de Gaza. Il y a également une décision de justice qu'il faut absolument mentionner, qui est l'ordonnance qui a été rendue par la Cour internationale de justice le 26 février 2024, ça fait désormais plus d'un an, beaucoup plus d'un an, qui disait déjà à l'époque qu'il y avait un risque imminent et plausible de génocide dans la bande de Gaza, qui a ordonné des mesures conservatoires à Israël pour mettre fin à ce risque, mesures qui évidemment n'ont pas du tout été appliquées par Israël. Ça fait donc 20 mois que l'on sait qu'à minima, ce risque de génocide existe. Alors maintenant, qu'est-ce qui permet de dire, quand on consulte les différents rapports que je viens d'égrener, et je pourrais en citer encore une fois bien d'autres, qui viennent de l'ONU par exemple, vous connaissez peut-être le rapport qui a été fait par la rapporteure spéciale Francesca Albanese, qui s'intitule Anatomie d'un génocide, il faut vraiment consulter parce qu'il est éloquent, édifiant. Qu'est-ce qui permet de le dire? C'est parce que cette notion de génocide, on peut en avoir une définition politique bien entendu, mais d'un point de vue juridique, elle renvoie à une réalité qui est gravée dans le marbre des conventions, et notamment une convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. On retrouve la même définition du génocide dans le statut de Rome, vous savez, c'est le statut qui définit la compétence de la Cour pénale internationale. Et si on lit cette définition du génocide, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le génocide, c'est un acte grave, ou une série d'actes graves, qui vont être des meurtres, qui vont être des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique d'une population, qui vont être le fait de soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle. Ça va être également entraver les naissances, par exemple, et ça va être les transferts d'enfants. Eh bien, il se trouve que, d'une part, ça c'est le premier élément de la définition du génocide, on retrouve toutes ces caractéristiques dans les crimes qui sont commis actuellement à Gaza. Les meurtres, vous connaissez les chiffres comme moi, je pense, on atteint presque les 60 000 morts, et c'est un chiffre qui est largement sous-estimé, parce qu'il ne prend pas en compte certains décès indirects qui sont dus par exemple au fait qu'il y a une privation de soins qui fait que certaines personnes ne peuvent pas se soigner pour des maladies qu'elles ont, et je pourrais citer plein d'autres cas de décès indirects qui ne sont pas comptabilisés. Pour ce qui est des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, je pense que, et d'ailleurs nous avons des illustrations au niveau de la salle, on connaît le nombre d'amputations, on sait le nombre de blessés, y compris quand ils ne sont pas amputés, on connaît la situation traumatique que ça va générer chez la population ciblée, et notamment chez les enfants. On s'est affiché qu'il y a plus d'un enfant sur deux à Gaza qui souhaite mourir. C'est pas rien comme constat. Donc, on a véritablement cette atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique qui est caractérisée. Pour ce qui est de soumettre la population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle, on a évidemment ce blocus appliqué sur l'aide humanitaire, qui a pour conséquence que la population gazaoui est en situation de famine à 100%. C'est ce que nous disent les derniers rapports internationaux sur cette question. Et outre la privation de nourriture et d'eau, on a aussi la privation d'électricité, la privation de carburant. La privation d'électricité, par exemple, ça empêche la désalinisation des eaux, donc ça empêche encore davantage de s'alimenter. On a le matériel médical qui n'entre plus, ce qui signifie que actuellement, au niveau des infrastructures hospitalières, on est dans une situation catastrophique, dramatique. Et pour ce qui est de l'entrave des naissances, qui est également un critère de génocide, on a eu un rapport également rédigé sous l'égide de l'ONU qui conclut que la reproduction, la perpétuation du peuple gazaoui est actuellement en situation dramatique, précisément en raison de la destruction des infrastructures de santé et hospitalières. Donc, tous ces éléments-là sont caractérisés, sont vraiment caractérisés. Et le deuxième élément qui compose le crime de génocide, c'est qu'il faut que tous les actes que je viens d'énumérer, qui sont des actes, des crimes en soi, qui sont très graves et qui sont par ailleurs de toute façon constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, ce qui n'est déjà pas rien, il faut que ces crimes soient commis dans l'intention de détruire tout ou partie de la population pour des motifs raciaux, nationaux, ethniques ou religieux. Comment on caractérise cette intention? En droit international, on la caractérise par deux éléments. Déjà, les actes eux-mêmes. La gravité des actes eux-mêmes peut révéler cette intention génocidaire, et je pense que ce que je viens de dire suffirait déjà en soi à la caractériser. Et en plus,
on va s'attacher aux propos qui sont tenus par les personnes qui sont à l'origine, à l'instigation de ces crimes. Et alors là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire la litanie, mais on a une succession de déclarations qui sont faites par des dirigeants israéliens qui sont des déclarations ouvertement génocidaires. Quand vous avez, très peu de temps après le 7 octobre, Yoav Gallant, qui était à l'époque ministre de la Défense d'Israël, qui parle d'animaux humains pour désigner la population gazaoui, quand vous avez le président Isaac Herzog, qui dit que le fait que la population palestinienne civile, population gazaoui civile, soit innocente est un mythe, et qui appelle à lui briser la colonne vertébrale, c'est manifestement une déclaration génocidaire. Quand plus récemment, encore hier, le ministre du Tourisme qui dit qu'il faut écraser Gaza. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des déclarations qui sont ouvertement génocidaires. Donc, ce génocide, il est caractérisé, et aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de génocide, c'est plus une opinion, c'est un déni. C'est un déni de réalité. Et ça, il faut véritablement l'avoir en tête. Alors pourquoi j'insiste sur cette idée de déni? C'est parce que vous aurez remarqué qu'en France, et notamment au niveau de la présidence de la République, on refuse d'utiliser ce terme génocide. Vous avez tous vu, je pense, l'interview d'Emmanuel Macron où il dit que le terme génocide, il ne veut pas se prononcer dessus, mais qu'il renvoie la question aux historiens. Alors, moi, quand j'entends cette phrase en tant que juriste, je me dis, alors déjà, quel courage. Quel courage, ça veut dire en gros, circuler, il n'y a rien à voir, on est dans 40 ans, on verra si c'était un génocide. Enfin, vraiment, en termes de courage politique, c'est exceptionnel. Monsieur le Président, bravo. Et deuxième point, c'est que la Convention de 1948 dont je vous parlais, elle s'appelle Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Prévention et répression du crime de génocide. Et cette convention, c'est pas une convention d'historiens, c'est pas une convention de commémoration, c'est pas une convention qui a été faite pour inaugurer les chrysanthèmes, comme dirait l'autre. C'est une convention qui impose des obligations à tous les États signataires, d'ailleurs même les États non signataires, parce que c'est ce qu'on appelle en droit pénal, enfin droit international, pardon, les faits erga omnes des conventions. Donc en gros, ça s'applique à toutes les institutions, y compris l'Union européenne, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et cette convention, elle a pour effet que la France, lorsqu'elle sait qu'il existe un risque de génocide dans une zone du monde, elle doit mettre en place toutes les mesures qu'elle peut raisonnablement adopter pour mettre fin à ce génocide, ou en tout cas pour éviter qu'il n'ait lieu, ou pour éviter qu'il ne se poursuive s'il a déjà lieu. C'est ce qu'a dit la Cour internationale de justice assez récemment, c'était dans une ordonnance du, me semble-t-il, oui c'est ça, du 30 juillet 2024. Elle a dit que cette convention avait pour effet, notamment pour la France, mais pour les autres États encore une fois, et pour l'Union européenne, de les forcer à prendre des mesures pour mettre fin à ce risque génocidaire. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la France a fait pour mettre fin à ce risque génocidaire? A-t-elle pris des mesures diplomatiques? Non. A-t-elle appliqué des sanctions économiques? Non plus. A-t-elle pris des mesures de type bancaire, comme ce qu'on a pu voir pour la Russie, par exemple, l'exclusion du réseau SWIFT, ou n'a-t-elle fait que plaider pour une exclusion du réseau SWIFT? Non. A-t-elle interrompu la livraison d'armes? Non, même pas ça. Même ça, c'est pas à notre portée, manifestement. Bon, vous voyez bien qu'à force de cocher que des noms, on arrive à la conclusion que la France s'est totalement soustrait à son obligation de prévention du génocide. Et on ne va pas se le cacher, c'est pour ça que Macron ne veut pas reconnaître le terme de génocide. C'est que s'il le reconnaissait, ça veut dire qu'il reconnaîtrait en même temps qu'il n'a pas agi pour prévenir ce génocide. Le problème, c'est que ce risque génocidaire, la France ne peut pas dire qu'elle ne le connaît pas, puisque comme je vous l'ai dit, depuis le 26 janvier 2024, donc depuis plus de 20 mois, la Cour internationale de justice a alerté sur l'existence de ce risque. Donc la France ne respecte pas cette convention. Et en plus, cerise sur le gâteau, Macron, quand il prononce cette phrase, il ne respecte pas non plus la Constitution, parce que selon la Constitution, il est censé être gardien du respect des traités et donc des conventions, et en fait, vu qu'il prononce une phrase qui manifestement laisse penser qu'il n'appliquera pas cette convention, il ne respecte pas non plus son mandat constitutionnel. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau de Jourdi par rapport à ça, étant précisé que je pourrais faire exactement la même démonstration à propos de l'Union européenne, quant à l'inaction de l'Union européenne, c'est que nous avons mis en demeure la France, l'État français, de nous démontrer ce qu'il avait fait pendant ces 20 mois pour prévenir le crime de génocide à Gaza. À l'heure actuelle, nous n'avons évidemment pas reçu de réponse. En même temps, on recevrait certainement une feuille blanche s'il s'agissait de lister les mesures qui ont été prises. Et à l'expiration d'un délai qui va d'ailleurs arriver à terme dans quelques jours,
nous saisirons les tribunaux administratifs pour faire condamner la France pour non-respect de la Convention de 1948 sur l'obligation de prévention du génocide. Puisque ça semble susciter votre enthousiasme, nous allons faire exactement la même chose avec l'Union européenne et normalement... Et sauf à ce que l'Union européenne change son braquet très rapidement, mais ça ne semble pas être à l'ordre du jour, l'action en justice sera déclenchée cette fois devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc dans quelques semaines vraisemblablement. Donc voilà pour cette question du génocide. Alors, ça, c'est l'obligation de prévention du génocide. Il y a également une obligation de répression du crime de génocide qui est prévue par cette convention. Alors quand même, une bonne nouvelle, par les temps qui courent, c'est intéressant de la souligner, vous avez peut-être vu que le parquet national antiterroriste avait très récemment ouvert une information judiciaire contre des personnes, des franco-israéliens, qui se sont rendus complices du génocide et qui ont commis également l'infraction de provocation au génocide, notamment en entravant l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza, en détruisant des colis humanitaires. Et ça, c'est une décision très importante parce que c'est la première fois que cette qualification est retenue par le parquet. C'est-à-dire que le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour complicité non pas de crimes contre l'humanité, non pas de crimes de guerre, mais de crimes de génocide. Et en plus, pour infraction de provocation au génocide, suivi des faits. C'est-à-dire que le parquet considère que le génocide a eu lieu quand il fait ces réquisitions-là, ou qu'il considère en tout cas qu'il y a suffisamment d'éléments pour le laisser penser. Ça, c'est quand même une avancée qui est à souligner. Mais alors, je vais tout de suite quand même nuancer le propos. Au niveau de la répression du génocide, il y a une chose impérative que devrait faire la France, c'est de contribuer à la répression de tous les génocidaires. Et au-delà de contribuer à la répression de toutes les personnes qui, même si elles n'ont pas commis un génocide, ont commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Et ça m'amène à aborder la question des mandats d'arrêt qui, comme vous le savez, ont été émis contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre des Armées, Yoav Gallant, le 21 novembre 2024, c'était il y a quelques mois, par la Cour pénale internationale, pour des chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, pas encore de génocide, mais j'imagine que c'est une question de temps, en tout cas au niveau de notre association, nous l'espérons, parce qu'il est manifeste qu'un génocide est en cours de commission. Comment la France a-t-elle réagi lorsque ces mandats d'arrêt ont été émis? Alors, au départ, on a eu des réactions assez incompréhensibles de la part du Quai d'Orsay, c'est-à-dire qu'on les a interrogés sur l'émission de ces mandats d'arrêt, et puis en fait, on voyait qu'ils étaient assez gênés aux entournures. Pourquoi? Parce que la France, vu qu'elle est membre de la Cour pénale internationale, elle est signataire du statut de Rome, elle a une obligation de coopération avec la CPI, qui est gravée noir sur blanc dans le texte du statut de Rome. Elle doit coopérer avec l'action de la CPI. Et il y a un autre point qui apparaît dans le statut de Rome, c'est que devant la Cour pénale internationale, les immunités des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, et Benjamin Netanyahou est un chef de gouvernement puisqu'il est Premier ministre israélien, les immunités ne peuvent pas jouer. Et ça fait partie des grands principes qui ont été érigés, notamment après le procès de Nuremberg, c'est ce qu'on appelle les principes de Nuremberg. C'est un principe coutumier désormais de droit international que les chefs d'État ne peuvent pas revendiquer d'immunité pour les crimes que sont le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le génocide. Et la réaction du Quai d'Orsay, qui est venue finalement 5 jours plus tard, après l'émission des mandats d'arrêt, ça a été de dire, donc communiqué du Quai d'Orsay, nous respectons l'action de la CPI et nous y contribuerons, mais Netanyahou et Gallant pourront bénéficier d'une immunité. Et alors là, outre le fait que c'est une lecture complètement aberrante du statut de Rome, dont je vous parlais, ça tranche avec la position qui a été celle de la France avec la Russie, et je vous explique. 1 mois plus tôt, Vladimir Poutine, qui est aussi visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour des crimes commis en Ukraine, se déplace en Mongolie. Et la Mongolie est un État parti au statut de Rome, donc il y a aussi une obligation de coopération et qui, par conséquent, aurait aussi dû interpeller Vladimir Poutine. La Mongolie ne le fait pas. La CPI s'en émeut, et elle rend d'ailleurs une décision qui prend acte du fait que la Mongolie a violé le statut de Rome et qui la sanctionne en conséquence. Et à ce moment-là, le Quai d'Orsay fait aussi un communiqué en apportant son plein soutien à la CPI et en demandant le respect du droit international. Et juridiquement, c'est exactement la même situation. C'est exactement la même situation, sauf que comme vous constatez, il y a 2 poids 2 mesures. C'est le en même temps. On n'est pas surpris, sauf que le en même temps, bien souvent, c'est ridicule parce que ça brouille tous les repères, ça ne veut plus rien dire. Et en l'occurrence, effectivement, ça ne voulait plus dire grand-chose. Alors, ce que nous avons fait là, au niveau de notre association,
c'est que nous avons adressé un courrier à l'Assemblée des États parties, c'est-à-dire l'Assemblée de tous les États qui composent la CPI, pour demander à ce que soit constaté que la France, à travers ce communiqué, n'avait pas respecté le statut de Rome. Et par ailleurs, toujours concernant Benjamin Netanyahou, donc théoriquement, en raison de cette obligation de coopération, si jamais Benjamin Netanyahou posait le pied sur le sol français, on devrait l'arrêter pour le livrer à la CPI. Bon. Or, vous l'avez peut-être vu dans la presse, Benjamin Netanyahou n'a pas posé le pied sur le sol français, en revanche, il est passé au-dessus de nos têtes. À au moins 3 reprises, peut-être 4, mais au moins 3 reprises. Et alors, au niveau de notre association, on s'est interrogé, mais en fait, quand un avion d'État qui transporte un Premier ministre survole la France, il y a bien des autorisations qui sont données. On s'est renseigné, et effectivement, il y a des autorisations qui doivent être données au niveau du gouvernement français, parce que vous doutez bien que ce genre d'autorisation, ça ne se fait pas sur un coin de table, ça remonte, la question remonte très haut. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore les documents d'autorisation, mais nous avons adressé un courrier, là encore, une mise en demeure pour obtenir ces documents, et depuis que nous avons envoyé ce courrier, le Quai d'Orsay a communiqué pour indiquer qu'effectivement des autorisations avaient été données. Donc le Quai d'Orsay a admis qu'il avait donné l'autorisation à Benjamin Netanyahou de survoler notre territoire à au moins 3 reprises. Et vous voyez bien que c'est une contradiction incroyable. C'est incroyable comme contradiction d'avoir l'obligation de poursuivre une personne qui est poursuivie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et simultanément lui donner l'autorisation de survoler notre territoire. D'autant que le territoire français, ce n'est pas seulement le sol, ce sont aussi les airs, et qu'en réalité, en donnant cette autorisation, on aurait dû intercepter l'avion. Donc là encore, nous avons envoyé un courrier à l'Assemblée des États parties, et on espère qu'elle statuera sur cette question pour dire que la France, comme la Mongolie dans l'exemple que je vous mentionnais, n'a pas respecté ses obligations internationales. Toujours pour la répression du crime de génocide, on parlait tout à l'heure de la vente d'armes. On parlait de la vente d'armes parce qu'il est désormais manifeste. Alors tu parlais de l'affaire de la cargaison de Fos-sur-Mer qui heureusement n'a pas pu avoir lieu grâce à l'intervention des dockers de la CGT auquel on s'est associé. Alors nous on avait fait un référé liberté devant le tribunal administratif de Marseille pour justement contester le chargement de cette cargaison. Mais finalement, la CGT était plus efficace que nous, ce qui fait que le bateau est reparti sans la cargaison, donc finalement notre action est tombée du fait qu'il n'y avait plus d'urgence. Mais on s'apprête à déposer d'autres recours pour d'autres cargaisons qui sont à destination du port de Fos-sur-Mer. Cette question de la livraison d'armes pose juridiquement la question de la complicité. Juridiquement la question de la complicité. Là, c'est plus un mot, si vous voulez, simplement dont on fait un usage politique, ça pose une question juridique. Parce qu'en droit français, et comme en droit international d'ailleurs, la complicité, c'est le fait de prêter aide ou assistance en connaissance de cause à des personnes qui commettent un crime grave. Sait-on qu'Israël commet des crimes graves? Oui. Acceptons de leur livrer les armes pour autant? Oui. Donc là, il y a une question juridique qui se pose. Et peut-être que certains de nos ministres seront inquiétés un jour pour complicité de génocide. Ce n'est pas impossible. Alors bon, en droit français, vous savez que les ministres sont responsables devant la Cour de justice de la République, donc pour obtenir une condamnation, c'est pas gagné. Mais toujours est-il que la question se pose d'un point de vue juridique. Et dernier point que je voudrais aborder par rapport à cette idée de génocide, mais aussi par rapport aux obligations de la France qui pèsent sur la France, c'est la question de l'aide humanitaire. Et ça va m'amener à parler du Madeleine et de ce qui s'est passé ces derniers jours. En droit international, pour commencer, vous savez qu'il y a des eaux internationales, il y a des eaux territoriales, c'est jusqu'à 12 000 des côtes, etc. L'interception du navire, toutes les sources concordent à dire qu'elle a eu lieu dans les eaux internationales. Alors déjà, premier point, quand vous avez l'ambassadeur d'Israël en France qui vient sur un plateau, en l'occurrence sur BFM TV, et qui affirme, les yeux dans les yeux avec le journaliste qui ne vous oppose aucune contradiction, que l'interception a eu lieu dans les eaux territoriales israéliennes, ça pose deux questions. Déjà, faut-il continuer à lui donner la parole? Parce que quand vous avez des personnes qui mentent ouvertement, il me semble que le devoir des médias étant d'informer, il n'est peut-être pas nécessaire de les inviter. Et d'autre part, comment se fait-il que le journaliste, qui j'imagine a quand même bossé ses fiches, ne lui oppose aucune contradiction? Ça pose un problème. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça c'est certain.
au niveau du droit international, qu'est-ce qu'on dit en fait de ces interceptions qui ont lieu dans les eaux internationales? En fait, il faut se référer à une convention qui s'appelle la Convention de Montego Bay, qui dit que, sur son article 87, dans les eaux internationales, il y a une liberté de circulation des navires. Et en conséquence, Israël, n'ayant pas de souveraineté sur les eaux internationales, ne peut pas intercepter ce navire en droit maritime. Il n'y a que certains cas très particuliers où un État peut le faire, c'est-à-dire intervenir dans des eaux internationales pour faire un arraisonnement de navire. C'est l'hypothèse où le navire en question est un navire pirate, mais je ne pense pas qu'on puisse dire ça du navire humanitaire en question. Un navire où, par exemple, se pratique la traite des êtres humains, ce n'est pas le cas non plus. Et le troisième cas, c'est le cas d'un blocus licite. Un blocus licite. Mais le blocus, en l'occurrence, n'est pas licite, et pour deux raisons. La première, tu l'as évoqué, c'est que la Cour internationale de justice, dans un avis du 19 juillet 2024, a dit très clairement que la colonisation de la bande de Gaza était illégale. À partir du moment où il est illégal, ça fait également tomber le blocus. Et deuxième point, quand bien même on admettrait qu'il y a une forme d'esquisse de légalité du blocus qui vraiment n'est pas du tout gagnée en droit international, c'est moins qu'on puisse dire, il faut, pour permettre ce type d'arraisonnement, que le blocus soit proportionné. Et cette proportion, ça s'analyse notamment au regard des droits de la population qui subit le blocus, notamment son droit à la vie, qui est le thème de notre conférence, son droit à la dignité et son droit à la santé. Là, on est en train de parler d'un blocus qui dure 17 ans, qui dure depuis 17 ans, enfin près de 17 ans, et qui par ailleurs est en train de provoquer la famine chez 100% de la population. Est-ce qu'on peut parler de blocus proportionné? Personne ne pourrait l'affirmer. On ne peut pas dire que c'est un blocus proportionné. Donc, l'arraisonnement de ce navire et l'arrestation de ses passagers est totalement illégal en droit international. Et j'insiste sur cette illégalité parce que ça signifie que l'arrestation qui a été subie par les passagers, notamment des ressortissants français, est une arrestation arbitraire, et la détention qu'ils subissent actuellement est une séquestration arbitraire. Et ça, en droit français, ce sont des infractions. C'est un crime qui est passible de minimum 30 ans d'emprisonnement. Et par conséquent, j'espère que des actions seront intentées devant les tribunaux français pour qu'il y ait des poursuites pénales contre les auteurs de ces crimes et les complices de ces crimes, notamment ceux qui ont donné l'ordre de cette arrestation. Et dernier point par rapport à cette aide humanitaire, outre la question de l'illégalité de l'interception, il y a une convention de Genève, c'est la 4e convention de Genève, qui oblige tous les États signataires, et notamment Israël, à fournir de l'aide humanitaire aux populations qui sont sous occupation. Le statut juridique actuellement d'Israël, c'est qu'elle est puissance occupante de la bande de Gaza. Et la Convention dit clairement que les puissances occupantes ont l'obligation de fournir l'aide humanitaire aux populations qui sont occupées, et si elle ne peut pas le faire elle-même, de laisser le soin à d'autres organismes d'apporter cette aide humanitaire. Ça veut dire que cette interception, cet arraisonnement et ces arrestations sont doublement illégales, d'une part en droit international, comme je vous l'ai dit, et d'autre part en droit international humanitaire. Pour conclure sur ce point, ce que j'aime souligner, c'est que ce qui se passe actuellement à Gaza, de mon point de vue, c'est ce qui se passerait dans un monde finalement où il n'y aurait que la force, il n'y aurait plus de droit. C'est la force sans le droit. Et ça doit nous amener à réfléchir à ce pourquoi ce droit international il existe. Il n'existe pas pour faire joli. Il existe premièrement pour prévenir la survenance de ce type de crime. Ça ne marche pas toujours. Donc pour essayer de résoudre les hypothèses où ces crimes seraient commis. Et deuxièmement, il existe pour révéler notre propre humanité, en indiquant qu'il y a des faits qui sont commis qui sont tellement graves qu'ils ne peuvent pas susciter notre approbation et qu'on doit impérativement les refuser. Et dans ce sens-là, défendre le droit international, quand bien même il est fragile et qu'il n'est pas facile de le faire appliquer, et c'est la raison pour laquelle il est important que ces mouvements juridiques soient accompagnés par la société civile et par ce type d'action, il est important de le défendre malgré tout, parce qu'en le défendant, et en défendant notamment ce droit à la vie des Palestiniens, on défend aussi notre propre humanité.